Bonjour à tous et bienvenue à cette session tech dans le cadre du Big Data où nous allons, avec l'aide de Pôle emploi, vous parler du déploiement d'outils de BI au service des utilisateurs métiers. Alors, je me présente, je m'appelle Antoine Buat, je suis le fondateur de la société Digdash et je vais faire une courte introduction sur Digdash avant de laisser la main aux gens de Pôle emploi qui vous expliqueront leur déploiement. Alors, Digdash, on est éditeur de logiciels, on existe depuis 2006, notre siège social est basé à Aix-en-Provence, on fait partie des leaders dans le déploiement d'outils de BI. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre stand ou aller consulter notre site web. Alors, qu'est-ce que c'est la plateforme Digdash? C'est vraiment une plateforme complète qui permet de faire beaucoup de choses, la préparation de données, de la data visualisation, de la publication et de l'analyse avancée. On s'adresse à différents besoins dans une organisation. On va retrouver des tableaux de bord de pilotage, des tableaux de bord d'exploration et des tableaux de bord de communication. Je vous montrerai rapidement quelques exemples à la suite de ces slides. On adresse des utilisateurs assez variés, d'abord des utilisateurs métiers qui n'ont pas de compétences informatiques, des utilisateurs intermédiaires qui sont des gens qui ont déjà une expertise ou une expérience sur une plateforme de data, et puis enfin des utilisateurs avancés qui vont mettre en place les composants clés de la plateforme, les modèles de données et vraiment enrichir toute la partie gestion des données au sein de l'organisation. Je passe rapidement sur ces slides références, mais on est présent dans des typologies de comptes assez variées, du secteur public, mais également privé, dans des entreprises qui ont des activités très variées, comme vous pouvez le voir ici, de l'industrie, des télécoms, du bancaire, voici quelques-uns de nos clients. Alors, je voudrais vous montrer quelques exemples pour illustrer ce que fait Digdash à travers trois catégories de tableaux de bord dont j'ai parlé initialement. Le tableau de bord le plus simple, qui est le tableau de bord de pilotage, dont l'objectif est de présenter de manière assez instantanée un ensemble d'indicateurs pour qu'un décideur puisse prendre une bonne décision en un clin d'œil. Donc, on se retrouve avec un ensemble d'indicateurs, on peut venir naviguer sur ces indicateurs, on a des points rouges qui indiquent l'indicateur à vérifier de près. Donc, voilà l'objectif du tableau de bord de pilotage. Deuxième type de tableau de bord, on va avoir des tableaux de bord de communication. Alors, le tableau de bord de communication, son objectif, c'est de partager de l'information à quelqu'un qui ne sait pas exactement de quoi je vais lui parler. Donc, en général, ça commence par un petit bloc de texte qui explique de quoi on va parler. Par exemple, ici, on a pris un jeu de données fourni par l'UNESCO qui parle d'ubication dans le monde, et puis on en a fait plein de représentations visuelles intéressantes. Le taux de déscolarisation par pays, l'évolution de ce taux, la répartition de l'alphabétisation et de la scolarisation. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments visuels qui vont permettre, en partant d'un fichier CSV très complexe, d'obtenir une page qui est tout à fait interactive, facile à comprendre et vraiment aisé en termes de navigation pour n'importe quel type d'utilisateur. On va retrouver même des infographies qui ont des informations, par exemple, sur l'accès à l'eau potable, sur l'accès à l'électricité ou encore l'accès à Internet. Tout ça dans un contexte complètement multi-support. Donc là, on est sur un écran web avec une taille d'écran relativement grande, mais quand on va passer sur des écrans de plus petite taille, et là, je vais juste retailler mon navigateur pour illustrer ce propos, vous allez voir qu'effectivement, on se retrouve avec le texte qui va s'adapter correctement par rapport à la taille de mon écran. Donc, dernier exemple dont je voudrais vous parler, c'est le tableau de bord dit d'exploration. Donc, dans ce type de tableau de bord, l'objectif, c'est de laisser la main à l'utilisateur pour qu'il puisse vraiment rentrer dans les détails de son information. Donc, on parle d'une page d'index dans laquelle on va pouvoir naviguer. Je rentre dans le détail du chiffre d'affaires, dans une région en particulier. Je vois les autres graphiques suivre le même élan. Je peux choisir une année en particulier. Je peux tourner un graphique pour obtenir le tableau de détail de ce qui est porté par ce graphique. Donc, on voit qu'il y a une vraie interactivité, une vraie capacité pour l'utilisateur à comprendre comment sont composés ces indicateurs. Je ne rentre pas plus dans le détail, c'était juste pour vous expliquer en quelques mots à quoi ressemble l'outil Digdash, en tout cas dans sa partie consommation de données. Puis après, si vous avez un peu plus d'intérêt pour Digdash, n'hésitez pas à venir nous voir pour comprendre comment marche la partie alimentation de données, comment est-ce qu'on charge les données dans Digdash, comment on crée des tableaux de bord. Vous allez voir que c'est très simple aussi et très presse-bouton. Et je vais passer la main à Pôle emploi. Alors, probablement Michael Mornay qui va s'exprimer en premier, je pense. Et puis, on a également Frédéric qui est présent et qui vont nous expliquer ce qu'ils ont mis en œuvre au sein de Pôle emploi en utilisant la plateforme Digdash. Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc juste un petit mot sur qui nous sommes. Donc, moi, je suis l'adjoint de la direction fonction d'appui à la DSI de Pôle emploi. Donc, fonction d'appui couvre les périmètres finance, RH et tout le domaine des risques, ainsi que la prévention et la lutte contre la fraude.
Et puis Frédéric Leget, donc, qui est le responsable de l'équipe data, voilà, qui fera la suite avec moi de la présentation. Alors d'abord, bon, quelques repères sur Pôle emploi, tout le monde connaît, mais c'est quand même important d'introduire le contexte fonctionnel. Pôle emploi, c'est 6 missions essentielles. L'accueil de l'ensemble des demandeurs qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi, mais aussi de tous les actifs. L'indemnisation, l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour le retour à l'emploi, un appui aux entreprises pour les aider dans leur recrutement, une activité aussi autour des statistiques et de l'analyse du marché du travail, et puis c'est aussi être le relais des politiques publiques de l'emploi. Voilà, une des caractéristiques aussi de Pôle emploi, c'est la proximité. Donc on a un maillage de nos agences dans lequel sont reçus notamment les demandeurs d'emploi qui est très important, puisque presque 900 agences sur l'ensemble du territoire, y compris l'outre-mer. Et puis on est aussi présent à travers d'autres structures comme les maisons France Service, qui regroupent voilà, dans des lieux qui sont pas desservis, qui regroupent un ensemble de services, dont les services de Pôle emploi, mais aussi la CAF, les impôts, etc. Voilà, bon, quelques chiffres clés. Là aussi, je vais pas vous les faire en détail, mais Pôle emploi, c'est plus de 58 000 collaborateurs, donc à la fois des acteurs support, mais surtout beaucoup d'acteurs de proximité, des conseillers, entreprises ou demandeurs d'emploi. Voilà, sur les allocations versées, c'est plus de 37 milliards d'allocations versées sur l'année 2021. Voilà, et puis aussi la mise à disposition de pas mal de services sur Pôle emploi.fr, mais aussi d'autres canaux comme des canaux comme le 3949, qui est une ligne d'assistance en fait aux demandeurs d'emploi, qui est aussi très sollicité. Voilà, donc je vais rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Le contexte du décisionnel chez Pôle emploi, c'est quoi? Donc, j'ai un ensemble de constats quand on a travaillé sur le sujet, des besoins métiers qui sont sur ce décisionnel qui sont en forte croissance, une certaine maturité côté Pôle emploi autour de la data et des capacités SI qui sont disponibles. On a déjà déployé des processus pour gouverner la donnée. On a un data lake qui est en place depuis plusieurs années, des approches d'environnement de data lab, des outils d'ETL, etc. Donc on a des capacités disponibles pour exploiter cette donnée qui sont présentes. On a aussi une approche qu'on appelle le mode produit, où on pilote quelque part le développement de nos produits par la valeur délivrée. Et ça induit aussi tout un travail décisionnel de construction d'indicateurs. Voilà, donc ça amplifie, ça introduit de nouveaux besoins. Une forte volonté aussi, ça c'est assez prégnant de nos métiers, de développer une certaine autonomie en fait, de pas dépendre en fait, et d'être dans des logiques un peu longues entre le besoin et la délivrance de la fonctionnalité. Voilà, d'être un peu autonome, d'être capable de travailler sur des études qui sont pas forcément pérennes. Voilà, donc ça c'est aussi une forte tendance auquel on doit répondre.
Et puis, le pendant, c'est comme on n'a pas organisé tout ça, hein, mais c'est souvent le cas, un certain foisonnement, en fait, hein, des solutions de business intelligence qui ont été utilisées voilà, par opportunité, parce que les expertises étaient là, etc., etc., mais surtout parce qu'on n'avait pas défini hein, une certaine stratégie autour de tout ça. Donc les orientations un peu qu'on a posées, en tout cas côté dans la direction fonction d'appui, c'est déjà d'avoir une approche de rationalisation un peu des solutions utilisées. Enfin, le foisonnement, ça a ses limites. Et de définir quelque part par typologie de cas d'usage les solutions qu'on préconise. Et puis de développer hein, autour de ces quelques solutions, de développer en propre hein, de l'expertise pour accompagner nos utilisateurs. La deuxième orientation que je voulais souligner, c'était aussi passer d'une équipe d'équipe côté DSI centralisée. Hein, historiquement, on a une structure qui a apporté en fait hein, tout notre tout le travail sur la data, qui est centralisé et qui travaille pour tout le monde. Hein, donc ça a une certaine limite. Voilà, donc commencer à développer en fait des capacités propres auprès des directions produits au plus près des métiers. Et puis le troisième axe, c'est développer et mettre à disposition hein, de nouvelles capacités orientées data vise auprès de nos métiers. Donc c'est ce qu'on peut par exemple appeler l'extension des data labs, c'est des labs data vise, donc qui vont pouvoir à la fois faire de l'exploration de données et aussi en fait hein, donner de l'autonomie à nos métiers pour travailler sur des restitutions décisionnelles. Voilà, donc là cette petite slide pour donner une petite vision hein, des outils quand on a parlé de foisonnement. Hein, voilà, on voit beaucoup d'outils, je ne vais pas les passer en revue, mais on voit un peu 3 cas d'usage qu'on a mis en avant pour structurer cette présentation. Du décisionnel orienté besoin métier pérenne. Hein, et voilà, là on est sur des usages métiers un peu pérennes et qui vont être mis à disposition pour tout le monde de la même manière. Un autre cas d'usage, c'est une approche self-service. Donc là, effectivement, on va mettre à disposition des métiers, un environnement qu'on a appelé le Lab Data Vise hein, tout à l'heure, un environnement qui va leur permettre, hein, à l'aide des données qui ont été qui sont mises à disposition, de fabriquer eux-mêmes hein, leurs outils décisionnels, de faire quelques analyses. Et puis le troisième cas d'usage, c'est la data discovery, où là, effectivement, on s'adresse à des métiers avec une maturité un peu plus importante, mais qui va leur permettre aussi de travailler la donnée eux-mêmes. Voilà, donc là, c'est plutôt une approche data. Voilà un petit peu le paysage. Voilà, il n'est même pas complet, hein. Il y a des outils qu'on n'a même pas cités. Voilà. Alors, c'est quoi notre trajectoire actuellement hein? Donc, bien évidemment, la rationalisation. Hein, on a posé une trajectoire de rationalisation autour de 2 outils pour servir nos métiers. MicroStratégie, qui est un outil qui est assez ancien dans la maison, qui délivre, par exemple, tous les indicateurs opérationnels de Pôle emploi, et puis Digdash. Hein. Donc, on a retenu 2 solutions. On a vu que le paysage était beaucoup plus riche. On a créé une équipe. Hein, on a créé une équipe qui porte une offre de service autour de la data et la data vise hein, au sein de la direction produit fonction d'appui. Donc, on est dans la logique que j'ai exprimée tout à l'heure, au plus près de nos métiers. On développe différentes capacités hein,
pour servir ces usages décisionnels. Donc, bien sûr, la data vise en elle-même, hein, on fabrique des outils décisionnels pour nos métiers, mais on travaille aussi sur des environnements de type self-service, et puis aussi les usages de data discovery. Puis la troisième action, hein, c'est on voit que selon les différents cas d'usage, le premier, délivrer un tableau de bord décisionnel, bah, ça demande pas de connaissances des outils de la part de nos métiers. Dès qu'on rentre dans le self-service, data discovery, là on rentre dans une approche et des usages qui demandent, hein, une certaine maturité côté métier. Voilà, donc notre enjeu, c'est aussi les accompagner, hein, sur cette autonomie et cette montée en compétences. Voilà, je vais passer la main à Frédéric qui va rentrer un petit peu plus dans des aspects plus techniques, hein, de la solution Big Dash. Bonjour à tous, donc Frédéric Legèche, comme le disait Mickaël, je suis responsable de l'équipe data au sein de la direction fonction d'appui. Alors, nos choix d'implémentation de Digdash. Donc, au niveau de l'hébergement, on a voulu standardiser et rendre simple la mise à disposition d'un écosystème permettant de construire rapidement des tableaux de bord. Donc, déjà, on héberge on-premise au sein de Pôle emploi tout ce qui est Digdash. Au niveau de la plateforme technique, on a installé ça sur des plateformes K8S avec les outils classiques Concours et GitLab qui nous permet de mettre très rapidement à disposition en fait un nouveau cas d'usage, sachant qu'on a un tenant par cas d'usage. Ça permet vraiment d'être assez étanche au niveau de tous les cas d'usage. Comme ça, si jamais il y en a un qui plante, ça ne va pas avoir d'incidence sur les autres. Donc globalement, à Pôle emploi, on a 4 environnements. Un environnement de dev qui est réservé aux équipes techniques, là, ça permet de faire des tests, l'évolution de produits, des scripts. On a un environnement de lab qui est à destination des différents développeurs, qui soient au niveau de l'ADSI ou du métier. Donc là, on va faire les tableaux de bord via le studio en fait Digdash. On a un environnement de recettes dans lequel on va valider tous les tableaux de bord avant de les pousser en prod qui va être à destination des utilisateurs finaux. Donc tout ça, c'est assez bien huilé à notre niveau. Donc du coup, on peut monter un tenant de DevLab assez rapidement, moins d'une journée entre la demande et la mise à disposition. Et après, c'est pareil, on a des différents pipelines pour livrer dans les différents environnements. Donc là-dessus, c'est quand même un gain à notre niveau, puisqu'au niveau de l'équipe data, en fait, on travaille avec un support technique qui est très proche, et c'est à lui qu'on délègue toutes ces tâches plutôt techniques. Au niveau de l'architecture, un petit peu plus là, des outils. Donc, je fais un petit récap, parce que c'est important, je pense, de poser, nous, notre choix qu'on a. J'ai commencé par le milieu, en fait, qui est DataIQ, donc, qui est un outil qui nous permet de vraiment notre outil centralisé, qui nous permet vraiment d'aller récupérer des données dans différentes sources d'informations, aussi bien au niveau du SI Pôle emploi, donc des solutions qui sont hébergées chez nous, donc avec nos différentes applications métiers qui mettent à disposition des données, mais aussi, comme le disait Mickaël, un gros data lake au niveau de Pôle emploi. On va aussi aller directement récupérer des informations dans SAP. SAS aussi va nous mettre à disposition des données en fait qu'il va aller aussi récupérer dans le SI Pôle emploi. Et on a aussi la mise à disposition de données, de fichiers qui sont par les différents agents en fait qu'on récupère via Microsoft Teams et via un connecteur. Donc, on récupère aussi des données qui viennent des données Pôle emploi, mais qui sont hébergées en mode SaaS à l'extérieur du réseau Pôle emploi. Donc là, c'est pareil, on a des exports de ces applicatifs qui nous permettent de pouvoir récupérer ces données. Donc, DataIQ va vraiment nous permettre de récupérer toutes ces données, de les agréger, de les croiser, de vraiment travailler toute la donnée. Digdash permet effectivement de récupérer de la donnée, de la travailler, de la travailler. C'est pas du tout l'optique et le choix qu'on a fait. On préfère utiliser DataIQ qui, ça a été aussi partagé par Digdash. Hein, Digdash nous disait aussi, si vous disposez d'un ETL qui est fait pour ça, c'est aussi bien de l'utiliser, parce que dans DataIQ, on va traiter des centaines de millions de lignes, ça pose pas de problème, tout est schedulé, on a aussi une métrologie à ce niveau, donc du coup, Digdash ne fait que
ce qu'il est prévu pour faire aussi, hein, c'est-à-dire faire vraiment des tableaux de bord, afficher la donnée, l'explorer en fait. Donc on se connecte à Digdash, les données sont récupérées dans Digdash via un Amazon en fait S3. Donc là-dessus c'est pareil, il est hébergé on-premise chez Pôle emploi, il n'y a pas du tout de données en externe. Et l'utilisation de Digdash se fait sur trois types de scénarios. Donc une consultation seule classique, là c'est des utilisateurs qui vont regarder des tableaux de bord. On a aussi une analyse ad hoc, ça va permettre à certains, on reviendra par la suite, mais ça va permettre de pouvoir modifier en fait et personnaliser certains tableaux de bord pour des utilisateurs qui vont être un petit peu plus avancés, mais pas plus que ça. Et enfin, on a le mode lab, Digdash Lab, Digdash Studio, c'est selon, où là, c'est vraiment des utilisateurs avancés au niveau du développement qui vont pouvoir créer leur propre tableau de bord, leur propre métrique. Donc voilà pour ce côté architecture, c'est quand même important de le poser. Voilà, c'est ce qui a été validé au niveau des architectes et pour nous au niveau de l'équipe data aussi. On maîtrise parfaitement DataIQ et donc on est très à l'aise par rapport à ça. Et si besoin, on peut aussi bien sûr accéder à d'autres données via des connecteurs spécifiques. Donc nos usages de Digdash. Donc, on va voir plusieurs utilisations de Digdash pour un utilisateur final, en fait. Donc, on peut le résumer en quatre points. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez pouvoir accéder à des tableaux de bord développés par la DSI. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On va proposer Digdash en mode outil de data vise. Donc là, c'est un mode classique, hein. Le besoin est remonté par le métier, développé par la DSI, aussi bien au niveau de la data vise, donc Digdash, que des données alimentant les tableaux de bord. Donc là, c'est le mode le plus classique, standard, en fait, à destination d'utilisateurs divers et variés. Vous voulez pouvoir personnaliser des tableaux de bord déjà existants. Donc là, on va être en mode Digdash analyse ad hoc. Donc c'est que chaque utilisateur pourra personnaliser une page existante et créer sa propre vue. Donc c'est ajouter des colonnes, des agrégations simples. Ça va vraiment permettre de se baser à partir d'une solution existante, d'un tableau de bord, et de faire ce que l'on désire. Sachant que nous, en fait, on va avoir des régions qui vont préférer avoir telle ou telle colonne, donc non. Donc c'est vraiment un petit peu à la carte, mais on s'appuie sur une architecture existante au niveau des données. Toutes les données sont uniques. Donc là, l'avantage, c'est que ça nécessite quand même peu de compétences techniques, puisque globalement, dans Digdash, ça va être du cliquer, déplacer. Autre cas d'usage, vous voulez pouvoir créer vos propres tableaux de bord de A à Z à partir de données extraites depuis le SI Pôle emploi. Donc là, c'est le mode Digdash Lab, donc pour extension au Data Lab. C'est que chaque utilisateur peut travailler sur les données afin de les croiser, les agréger, les raffiner. Donc là, on est vraiment dans des données qu'on a récupérées déjà et qui ont été travaillées en amont. On peut quand même aussi les travailler dans Digdash de manière moindre, mais c'est tout à fait possible. Et on va après ensuite aussi créer tous les tableaux de bord, les métriques et autres pour créer ses propres tableaux de bord. Donc là, ça nécessite quand même de bonnes connaissances techniques sur l'outil Digdash et aussi sur les données afin de pouvoir délivrer des tableaux cohérents, puisqu'il faut aussi connaître la donnée pour savoir ce qu'elle exprime. Enfin, un dernier point aussi, c'est vous voulez pouvoir intégrer un ou plusieurs éléments de data vise, un tableau, un graphique, dans une application déjà existante. Donc, ce que j'appelle moi un composant graphique, effectivement, c'est un tableau, un graphique. Donc là, je dirais, on l'a appelé un peu Digdash en mode intégration composant graphique. Il n'y a pas trop de vocabulaire à ce niveau, mais c'est comme ça qu'on l'a eu. L'objectif, c'est, vous avez, comme le présentait Antoine au tout début, vous avez déjà un site web ou même déjà une application client léger, vous voulez pouvoir lui rajouter un petit composant Digdash. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'application réserve une frame dans sa page HTML. On se décide avec le métier, la taille que voudra avoir cette frame, en fait, cette représentation. Et après, nous, on s'occupe l'équipe data s'occupe de développer le composant et les données associées à ce composant qui sera indirectement intégré dans la page de l'applicatif. L'avantage, c'est que ça permet de pouvoir décharger les développeurs en fait de l'applicatif de tous ces outils en fait et puis ces données plutôt data vise et BI, et ça permet aussi dans d'autres cas de pouvoir carrément voilà, intégrer un peu plus de composants dans une application qui n'était à la base pas destinée à ça.
Voilà pour nous les 4 principales utilisations de Digdash au sein de Pôle emploi. Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre ceci dans la direction fonction d'appui? On a une équipe data avec des expertises techniques autour des données, en différents profils data, analyst, scientist, engineer. On a plusieurs domaines de compétences. On s'occupe aussi, on va de l'architecture des solutions techniques et fonctionnelles. Donc ça, c'est important aussi pour savoir comment est-ce qu'on va intégrer Digdash dans un mode produit aussi, et puis dans toute une architecture aussi, un besoin. Parce que souvent, on va avoir Digdash qui va venir en complément d'une application métier. Nous, je vois par exemple dans le cadre du SI en fait fraude, on a vraiment une application destinée à suivre la fraude, et on a aussi besoin d'avoir des outils de pilotage et de BI au niveau, qui sont traités par Digdash. Donc là, c'est vrai qu'on intervient aussi pour savoir comment est-ce qu'on peut s'interfacer, récupérer les données de l'application métier pour que ça puisse alimenter les tableaux de bord Digdash. On met à disposition des datasets, donc des données qu'on va travailler. On fait aussi du développement d'algorithmes de détection de fraude, de contrôle interne. Donc ça, c'est aussi le cœur de métier aussi. On fait bien sûr du développement de tableaux de bord, et on fait aussi du support auprès des développements Digdash, puisque nous ne sommes pas les seuls à faire du Digdash. On a aussi, comme évoqué, le métier qui fait du Digdash à des niveaux de compétences plus ou moins élevés, hein. Donc, c'est ce qu'on disait, de plutôt simple niveau avec de l'analyse ad hoc, et eux-mêmes aussi développent avec des data engineers leur propre tableau de bord. Les principales technologies utilisées par notre équipe, c'est DataIQ, dans lequel on fait du Python, du SQL, du Hive, du machine learning ou autre. Des bases de données relationnelles et graphes, Oracle, Netezza, Neo4j. On a des logiciels qui sont SAS et SAP. Donc, on a vu qu'on récupère aussi directement ou indirectement des données qui proviennent de SAS et de SAP. On a du S3 pour tout ce qui est stockage des données partagées. On l'a vu aussi, c'est quand même assez important, puisque ça permet vraiment de pouvoir transférer, partager les données de manière simple, en évitant des transporteurs qui, des fois, peuvent tomber en panne. Et on a bien sûr Digdash. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi Digdash? Donc déjà, on estime qu'il y a un bon travail en partenariat avec eux pour répondre à nos problématiques et besoins parfois particuliers. Un exemple tout simple, hein, je parle de connecteur S3. À la base, c'est vrai que le connecteur S3 ne permettait pas le connecteur Digdash ne permettait pas de se connecter à un S3 hébergé chez on-premise. C'était directement chez Amazon. Donc là-dessus, on leur a exprimé le besoin. Ils ont rapidement fait un petit patch pour qu'on puisse nous connecter sur un S3, qui nous a quand même bien rendu service et qui nous a permis de mettre en place toute cette architecture. Donc là, c'est vrai que ça permet de grandir ensemble, et puis ce qui est fort appréciable. C'est un outil assez ouvert, nous permettant de répondre à nos besoins fonctionnels et techniques. L'outil est largement paramétrable et permet une très bonne customisation et intégration de ce dernier dans nos produits. C'est un outil quand même, nous, qu'on considère comme assez développeur. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. Les inconvénients, je dirais, voilà, faut bien les évoquer aussi un petit peu, c'est que des fois, il faut savoir où chercher autre. Le gros avantage, c'est que ça permet de faire vraiment tout ce qu'on veut, en fait. Et là-dessus, il n'y a pas de limite, quoi. Donc, c'est-à-dire que nous, par exemple, on a des authentifications avec des jetons. On va être en mesure de récupérer certaines informations de l'authentification, et du coup, de contextualiser nos tableaux de bord. Un exemple simple, c'est faire un tableau de bord au niveau national, et grâce aux jetons, en fait, on va pouvoir directement filtrer sur la région, sur le département, voire sur l'agence directe de celui qui va regarder les tableaux de bord. Donc ça, c'est quand même assez appréciable, et c'est fait très, très simplement, en fait. Il y a un peu de code à faire. Donc c'est quand même quelque chose qui est très, très customisable, et ça, c'est appréciable. C'est un outil très complet avec la prise en compte du code personnalisé. On peut mettre à disposition des fonctionnalités sortant un peu de l'ordinaire. Donc, c'est l'intégration aussi d'un tableau dans une page HTML. C'est le dernier cas d'usage que j'évoquais précédemment. C'est-à-dire qu'on a un composant graphique unitaire, une carte de France, un graphique, et on l'intègre directement dans une page HTML. Donc, qui dit page HTML dit application aussi, nos différentes applications, et puis intégration aussi avec d'autres outils éventuels. Donc, c'est la mise à disposition de plusieurs modes de fonctionnement à nos utilisateurs. Je ne vais pas revenir sur ça. Consultation simple, analyse ad hoc, Digdash Studio.
C'est la simplicité et rapidité dans la mise à disposition d'un nouveau cas d'usage. Donc là, je parle de voilà, des environnements. La mise en place de nouveaux environnements, ça se fait quand même très rapidement. Donc là-dessus, ça a été bien huilé par notre système team, mais après, c'est vraiment c'est fluide. Voilà, c'est vraiment fluide à ce niveau, monter un nouvel environnement. Donc ça, c'est quand même très appréciable puisque ça permet aussi, comme je le disais, nous, on a plutôt privilégié des nombreux petits environnements, comme ça c'est étanche, et comme ça chacun peut faire ce qu'il veut de son côté. La simplicité et rapidité dans le workflow de développement et de livraison, donc ça ceci c'est important. On est en mode agile, on fonctionne par sprint. Donc pour nous, c'est aussi d'être en mesure de pousser des évolutions très rapidement en production une fois qu'elles ont été validées, recétées. Et ça fait partie, comme le disait Mickaël, des deux solutions retenues par la DSI pour servir nos besoins métiers. Voilà. Donc maintenant, je vais vous proposer quelques exemples de cas d'usage qu'on a développés au niveau de Pôle emploi et puis au niveau de la direction. Donc c'est un exemple, c'est la sécurisation des espaces recruteurs. Alors, les espaces recruteurs, c'est quoi? Ce sont des espaces personnels à destination des employeurs qui permettent de pouvoir déposer d'échanger avec Pôle emploi, mais surtout de pouvoir déposer des offres d'emploi. Le problème de ces espaces recruteurs, c'est qu'ils sont utilisés à mauvais escient par des fraudeurs qui vont faire de l'hameçonnage, qui vont ainsi mettre des fausses propositions d'emploi et ainsi récupérer des informations de la part des informations de personnes qui recherchent de l'emploi. Donc ça, c'est très ennuyeux puisque il y a de la fraude. Donc c'est une application qui a été complètement développée par le métier fraude. Donc là-dessus, c'est eux qui ont eu la main dessus, ils ont tout développé de A à Z. Ça permet d'exposer à des agents des espaces recruteurs identifiés comme suspects. Donc là-dessus, on se base sur un algorithme de détection d'espaces recruteurs suspects. Les données, elles sont mises à jour toutes les 15 minutes, elles proviennent du SI Pôle emploi, et on a aussi des remontées manuelles de la part des agents en charge de vérifier les comptes suspects. Donc c'est aussi quelque chose d'appréciable, puisque tout de suite, on va avoir les agents qui identifient, qui travaillent sur ça, qui vont blacklister ou non des comptes, des profils, et donc on peut directement réintégrer ces données dans l'algorithme. Et en pratique, ça remplace une mise à disposition des données sous un format Excel stocké dans un répertoire partagé. Donc, ce n'était pas du tout satisfaisant. C'était la solution qui était retenue au début et on s'est vite rendu compte que ça posait problème. Donc, le ROI est important puisqu'on a eu un développement rapide de l'application à partir d'un utilisateur métier qui a pas mal d'appétence au niveau des données en fait et puis de tout ce qui est techno. Il n'avait même pas fait de formation d'IGDASH. Donc voilà, il a regardé dans son coin, on l'a aidé, on l'a appuyé bien sûr, mais voilà, il était en mesure de créer une application. Ça permet aussi une mise à jour des données qui est très satisfaisante. Pour nous, c'est 15 minutes, ça suffit largement par rapport à notre algorithme qui tourne aussi tous les quarts d'heure. Et donc là-dessus, les données qui sortent en IGDASH sont rafraîchies toutes les 15 minutes. Et donc, on a, comme je disais, une réintégration des conclusions des agents dans le workflow des données pour prise en compte dans l'algorithme. Donc, je vais vous montrer l'écran. Alors, il y a beaucoup de zones qui sont confidentielles. Donc là-dessus, ça a été grisé. Voilà, ça c'est ce type d'écran qui satisfait, qui répond tout à fait aux besoins de nos utilisateurs finaux et des agents qui sont en charge de vérifier le caractère frauduleux ou non des espaces recruteurs. Donc là-dessus, on a eu quand même bon nombre d'espaces qui ont été fermés et qui ont permis d'éviter de la fraude. Donc après, classiquement, on peut faire des liens vers aussi les données en fait qui nous servent aussi vers les applicatifs qui nous permettent aussi de récupérer les données utiles à l'algorithme de détection. Un autre cas d'usage, c'est un tableau de bord de prévention des fraudes. Donc là-dessus, c'est un tableau de bord de pilotage de tout ce qu'on fait autour de la fraude. Ça permet de proposer les résultats de la lutte contre la fraude auprès des différents décideurs, directeurs. Donc là, on a une visualisation sous forme de tableau de bord d'IGDASH et des exports de fichiers aussi PDF. Les données sont mises à jour tous les mois et proviennent du SI Pôle emploi.
Donc là-dessus, le ROI est aussi important puisque précédemment, les données étaient récupérées, agrégées, exposées de manière manuelle par une personne au niveau du métier, de la direction générale. C'était long, compliqué, source d'erreurs, enfin voilà. La diffusion n'était pas si simple que ça. Donc là, on a une diffusion simple et rapide puisqu'on a d'un côté les tableaux de bord DigDash et de l'autre aussi les exports sous forme de PDF qui sont très utilisés chez nous puisque lorsqu'on a eu une petite anomalie dessus, ça nous a été tout de suite indiqué. Et voilà, donc c'est aussi pas que les tableaux de bord en fait tels qu'on va le voir, mais aussi c'est tous les exports PDF qui sont après diffusés dans le réseau. Et on a aussi un filtre et un accès permettant de restreindre l'accès aux données en fonction de la région. Donc ça permet de développer un tableau de bord au niveau national et après, en fonction des droits, en fait, des habilitations du profil de la personne qui regarde, les données sont directement filtrées. Donc là-dessus, il n'y a pas de données sensibles à ce niveau. Voilà, donc on a des choses classiques, une carte de France qui va être interactive, sur laquelle on va pouvoir cliquer pour aller jusqu'à la maille du département, voire plus loin. Après, on a différentes jauges. Et puis après, on peut filtrer tout ça au niveau, tout ce qui est région, et puis après, on a nous, nos filtres qui sont propres à nous. Voilà. Donc en dessous, les boutons qui sont importants, la génération de PDF en fonction de différents critères. La génération de PDF va reprendre bien sûr les 7 pages que vous voyez là, plus toutes les autres pages que vous ne voyez pas en fait, qui sont après des chiffres, des tableaux, donc qui permettent vraiment une analyse mensuelle et trimestrielle de tous nos tableaux de bord et toutes nos données en fait relatives à la fraude. Voilà comme type de données qu'on peut exposer en fait. Donc là c'est le pendant de ce qu'on voyait, c'est en fonction des régions, on va avoir plusieurs affaires, on va avoir, donc ça c'est des données de développement. Et puis on va avoir aussi des différentes métriques et différentes représentations graphiques qui vont nous permettre après de suivre tout ça en fonction des régions, en fonction du type d'affaires, de comment nous on va les typer. Voilà pour ce qui est de la prévention des fraudes et puis ces tableaux de bord. Un autre cas qui est l'analyse ad hoc. Donc là, c'est un exemple de composant graphique sur les préjudices que j'avais pris. C'est à partir d'une proposition en fait de tableau de bord ou de composants, les utilisateurs peuvent personnaliser leur vue en fonction de leurs besoins. Donc le ROI, c'est ça, enfin c'est assez simple, mais c'est important. C'est permet de personnaliser une vue en fonction de ses propres besoins, qui sont une région, un département, ou même d'un point de vue unitaire, une personne. Hein. Des fois, on va pouvoir préférer avoir une colonne en premier ou en troisième, voilà. Et ça évite de devoir faire des développements spécifiques qui sont coûteux, qui sont difficiles à maintenir, puisque des développements spécifiques sont faits pour chaque région ou chaque département. Pire, c'est très compliqué et à force, ça fait beaucoup de choses à faire et à maintenir, c'est quand même compliqué. Donc là, au moins, chacun, à partir d'une même base de données et à partir d'un squelette de tableau de bord assez unifié, permet après de faire sa propre vue. Donc là, quelque chose d'assez simple. Au niveau des données, hein, c'est pas très, bien sûr, on peut pas tout montrer non plus. Donc, un exemple, on a chaque région, puis après on a des totaux, en fait, des colonnes. Ce qu'il faut voir, c'est que chaque ici, en fait, chaque colonne est représentée ici par des mesures et des dimensions. Et puis après, on peut juste, en fait, en prenant une mesure, là, c'est pas interactif, mais on pourrait faire ça pour donner, par exemple, le pourcentage de récidive. On le met là, on l'ajoute, en fait, ici, et là, directement, et on verrait directement la colonne apparaître et valoriser avec les données. Et après, on peut sauvegarder la vue pour soi-même. Comme ça, quand on reviendra, on verra la vue pour soi-même. Donc ça, c'est un exemple très simple et tout bête. Ça ne demande pas forcément de grandes compétences au niveau informatique. Ça demande bien sûr d'avoir une connaissance au niveau des données, que les données soient bien expliquées. Et du coup, après, ça permet de personnaliser un ou plusieurs éléments graphiques par tableau de bord. Les états financiers, donc là, on travaille aussi, on a plusieurs centaines d'états financiers qui sont à créer. Ça, c'est à destination des comptables et des commissaires aux comptes. C'est des données qui viennent de SAP, donc de la base S4HANA.
Donc là-dessus, on récupère les données depuis SAP en fait via DataIQ. On a automatisé les requêtes, sachant qu'un état peut nécessiter plusieurs dizaines, voire centaines de requêtes. Donc multiplié par le nombre d'états, ça fait quand même un sacré paquet. Et en fait, on a réussi à faire quelque chose de très rapide des états dans DataIQ et Digdash à partir d'un fichier de spécification pour chaque état qui est au format Excel. Donc là, le ROI, c'est assez important et assez impressionnant même, je dirais jusque ça. On a un chiffrage qui a été effectué par un centre de service qui proposait en fait de développer ça dans Fiori en fait, et dans SAP, donc qui était très nettement supérieur au chiffrage que nous on a effectué. On est plus de 3 fois pour leur chiffrage. Et donc, du coup, ça entraîne un coût total bien moindre avec un chiffrage inférieur et un TGM aussi inférieur, puisque les compétences aussi coûtent moins cher au niveau du TGM concernant notre équipe que des équipes des compétences SAP. Donc, au niveau des états financiers, là, ce sont des données complètement fictives, mais voilà un petit peu ce que ça représente. C'est des tableaux bruts, hein, donc là-dessus, c'est à destination des comptables et experts comptables. Ce qui leur importe, eux, c'est d'avoir des données. Donc là-dessus, c'est différents états. Là, on en a une dizaine. En tout, on en aura plusieurs dizaines, voire centaines. Donc voilà, là-dessus, ça nous a permis vraiment directement avec les types de composants graphiques de Digdash de pouvoir créer ça de manière très rapide. Voilà, c'est là-dessus, j'insiste sur ça. Le ROI est juste très important puisqu'on a mis en place une petite façon de développer pour donc on a mis un petit peu plus de temps au début aussi bien pour la récupération de données que pour savoir comment est-ce qu'on allait faire ça dans Digdash. Une fois que le premier a été validé, les autres s'enchaînent à une vitesse assez intéressante et importante. Enfin, dernier exemple de cas d'usage, c'est un tableau de bord de bilan carbone des sites de la DSI. Donc, comme le disait Mickaël au début, la DSI est implantée aussi sur 12 sites. Donc, ces tableaux de bord permettent de suivre les différentes consommations, eau, électricité, papier, véhicules de service, fourniture de bureaux. Donc là, la difficulté, c'est que les données proviennent de bon nombre de sources complètement différentes, hein, puisqu'effectivement, tout ce qui est compteur d'eau électrique, c'est bien différent de la consommation de papier ou des fournitures de bureaux. Donc là-dessus, on a un tableau de bord, là-dessus, c'est pareil, assez réduit à ce niveau, mais bien plus étoffé autrement, qui nous permettent de suivre en fait la consommation des différents sites DSI. Donc là, tout ce qui est bien au-dessus, c'est nos sites de production, hein, production au niveau de tout ce qui est éditique et tout ce qui est aussi data center. Et après, voilà, on en fait des mesures pour grossir la consommation par occupant. Donc là, ces tableaux de bord sont à destination de managers au niveau nationaux. Et après, on a la déclinaison aussi site par site qui nous permettent de suivre la consommation par site et puis après de chaque compteur. Enfin voilà, ça va à une maille très fine et ça permet d'aller Voilà, c'est pour tout au niveau des différents cas d'usage et donc de l'utilisation de Digdash qu'on fait à fonction d'appui. Alors, merci Mickaël et merci Frédéric pour cette présentation très précise du déploiement effectivement de Digdash à Pôle emploi et de ce qui va au-delà de Digdash. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal d'outils dans le périmètre décisionnel de Pôle emploi. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers Digdash. On se fera l'intermédiaire pour aller poser des questions, y compris à Mickaël et Frédéric ou leurs équipes s'il y a des questions sur ces sujets-là. Et puis, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur notre site web pour découvrir un peu plus de ce que fait Digdash.